Bonjour à tous. Devant le succès de nos premiers podcasts et votre enthousiasme à suivre ceux du Dr Thierry Hertog, nous sommes vraiment ravis de poursuivre cette aventure des paroles d'experts Energetica Natura. 2 mardis par mois, retrouvez les experts en médecine fonctionnelle, que ce soit en hormonologie, en santé digestive, en santé métabolique et bien d'autres encore. Ces paroles d'experts sont pour vous, professionnels de santé, experts ou débutants, une occasion unique d'approfondir vos connaissances et d'avoir accès à une grille de lecture différente par rapport à votre pratique actuelle. Cet outil vient enrichir notre offre de formation académique proposée sous forme de webinaires, d'ateliers digitaux, de tables rondes et de masterclass scientifiques pour, jour après jour, vous accompagner de façon personnalisée au plus près des attentes de vos clients et patients. Restez connectés et retrouvez nos paroles d'experts sur les grandes plateformes d'écoute, YouTube, iTunes, Spotify et SoundCloud, et bien sûr sur notre site web, rubrique Académie. À bientôt! Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de nos podcasts Paroles d'experts d'Energetica Natura. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir le docteur Alain Butnaru, qui est médecin fonctionnel, spécialisé en médecine esthétique et anti-âge. Il exerce à Paris. Bonjour Alain, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Catherine, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous rencontrer et de faire ce podcast avec vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez expliquer à nos thérapeutes, ceux qui nous écoutent, d'où vous vient cette passion pour la médecine anti-âge? Alors, elle est simple si vous voulez, c'est qu'en fait, après avoir fini médecine, je suis resté encore quelques années à l'hôpital et j'ai fait de la chirurgie. Et ensuite, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent, quelque chose de nouveau. Et c'était les débuts de la médecine esthétique. Et quand on dit quelque chose de nouveau, c'était passionnant parce qu'il y avait tout à faire et tout à voir. Et très vite, simplement, je me suis dit que c'était bien l'esthétique, c'était bien de traiter l'extérieur d'un corps, mais il fallait aussi traiter l'intérieur. Et c'est pour ça que je me suis intéressé dès le début à ce qu'on appelle, j'aime pas trop le mot, la médecine anti-âge, on dira plutôt la médecine de longévité, en fait surtout la médecine pour que la médecine du bien-être, être en pleine santé. Alors on va beaucoup parler dans ce podcast anti-aging, vieillissement, longévité. Est-ce que vous pourriez nous redonner une bonne définition de la longévité en lien justement avec cette approche fonctionnelle et intégrative? Bien sûr. Alors, la longévité, c'est quoi? C'est juste avoir une qualité de vie qui va être une qualité de vie élevée. Alors, on parle beaucoup d'espérance de vie. Bon, c'est très important de vivre vieux, mais ce qui est important surtout, c'est de vivre vieux en bon état, en pleine santé. Si c'est pour vivre longtemps et être malade en permanence, c'est pas bien. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de retarder l'apparition les maladies, du mal-être. Ainsi, ce qu'il faut surtout essayer d'avoir, c'est que quelqu'un puisse vivre longtemps, bien sûr plus longtemps, mais surtout avec un bien-être et une qualité de vie élevée. Le problème, c'est que, je vous prends un exemple qui est déjà en 2022, un rapport de l'OMS, déjà en 2022, montrait qu'en France, chaque jour, près de 1325 personnes apprenaient qu'elles étaient touchées par le cancer. C'est quand même énorme. Et même chez les enfants, c'est encore pire. Pour les enfants en dessous de 15 ans, il y a 5 enfants par jour. Quand j'ai commencé, moi, médecine, les services de cancérologie, il n'y avait pas de service de cancérologie infantile. Et maintenant, chaque hôpital a un service de cancérologie infantile. Et je trouve que c'est une catastrophe. Alors l'inflammation, c'est souvent un processus qui est incriminé dans la survenue de ces pathologies. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Comment est-ce qu'on doit la réguler, cette inflammation, dans notre organisme? Ah, bien sûr. Alors, d'abord, on va voir qu'il y a 2 sortes d'inflammation. Il y a l'inflammation aiguë, et je prends souvent un exemple pour l'expliquer à mes patients, c'est on se fait piquer, par exemple, dans la main avec un moustique. Qu'est-ce qui va se passer? Notre organisme, et heureusement, va réagir immédiatement, c'est une réaction tout à fait normale, il va nous défendre, il y a une activation de notre système immunitaire, notre système de défense, il y a des cytokines pro-inflammatoires qui sont pratiquées, des interleukines 1, 6, des TNF-alpha. C'est quoi? C'est juste un mécanisme de défense, de protection de l'organisme qui va être là pour éliminer ce qui nous a agressés. Alors, simplement, elle est en général de courte durée, elle peut durer quelques jours, quelquefois un petit peu plus longtemps. Elle est d'apparition brutale et elle a toujours rougeur, chaleur, œdème, douleur, bien sûr, mais lorsque l'agression est terminée, on revient à un état tout à fait normal et il se passe plus rien, c'est cicatrisé. Par contre,
il y a ce qu'on appelle l'inflammaging. Je pense que là-dessus, on va insister aujourd'hui. Alors, c'est quoi? C'est juste une contraction d'un mot anglais qui est inflammation et aging, hein, le vieillissement. Alors là, c'est une inflammation qui va être permanente, chronique. On dit de bas grade, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on s'en aperçoit pas. Elle est silencieuse. Elle nous attaque tous nos organes. Et c'est le mécanisme central d'un vieillissement accéléré et surtout toutes les maladies qui sont ce qu'on dit liées à l'âge, l'Alzheimer, le diabète de type 2, les cancers, les maladies cardiovasculaires, plein de choses, et même le vieillissement cutané. Et de plus, c'est ça qui est important, c'est que cette notion d'inflammaging, elle joue un rôle aussi très important dans la progression de ces maladies en créant un environnement inflammatoire permanent et qui aggrave encore plus les dommages aux tissus et aux cellules. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu plus en détail sur les mécanismes physiologiques, physiopathologiques d'ailleurs, qui sont impliqués dans cet inflammaging? Oui, bien sûr, parce que, en fait, c'est plein de mécanismes complexes. Alors, qu'est-ce que c'est, on va dire, le vieillissement? Qu'est-ce qui se passe? On a d'abord la sénescence cellulaire. Ben, c'est les cellules qui vieillissent un peu, elles perdent leur capacité de division et elles commencent à vraiment, c'est juste vieillir. Alors, elles sécrètent des cytokines pro-inflammatoires et tout ça va entraîner un environnement un peu propice à une inflammation, encore une fois, chronique, lente, invisible. Il y a l'immunosénescence, et vous savez que lorsqu'on vieillit, bien, il faut absolument qu'on ait un système immunitaire au top. On pourra peut-être en parler. C'est vraiment très important. Et souvent, on sait, lorsque les gens âgés, quelquefois à l'hôpital, ont une infection, quelque chose, malheureusement, ils en meurent. C'est simplement que leur système immunitaire est beaucoup moins répondant, et on a plein de molécules inflammatoires qui sont créées. Il y a aussi les mitochondries. Les mitochondries, vous savez, c'est très important dans notre organisme, puisque sans les mitochondries, l'être humain n'aurait pas eu le développement qu'il aurait dû avoir, puisque c'est une protéobactérie qui a été intégrée il y a très longtemps dans notre organisme et qui va fabriquer l'ATP. L'ATP, c'est l'énergie. Et pour toutes les réactions qu'on a dans notre corps, on a besoin d'énergie. S'il y avait juste le glucose, on aurait 2-3 molécules d'ATP. Grâce aux mitochondries, on en a 25 à 30 par cycle. Et simplement, avec l'âge aussi, ces mitochondries deviennent moins efficaces. Elles produisent des radicaux libres, ce qui va bien sûr entraîner le stress oxydatif et donc une aggravation des lésions et une inflammation encore une fois chronique. C'est vraiment important, on sait maintenant qu'il y a plein de pathologies, malheureusement, qui viennent du dysfonctionnement des mitochondries. Dernière chose, on va dire peut-être un peu plus récente, mais maintenant on sait l'importance que ça a, quand je dis plus récent, ça fait quand même quelques dizaines d'années, c'est notre microbiote. Et malheureusement, notre microbiote est très endommagé en général chez tout le monde. Tous les bilans que je fais sur le microbiote montrent qu'on a un problème de dysbiose. Et lorsqu'on a un problème de dysbiose, c'est ce qu'on appelle le leaky gut en anglais, eh bien, tous les toxines qui passent dans notre corps par notre alimentation vont pénétrer dans notre sang et encore restimuler et faire toujours une inflammation. Dans votre pratique, très concrètement, avec vos patients, comment évaluez-vous cet inflammaging? Est-ce que vous avez des marqueurs cliniques que vous observez, que vous recherchez? Quelle est votre démarche en fait pour essayer de le quantifier peut-être ou de l'identifier? Alors, les marqueurs cliniques, il y en a plein. Il y en a plein, malheureusement, parce qu'en fait, tout peut donner une inflammation. D'accord? Et cette inflammation, elle peut entraîner aussi malheureusement plein de choses. Par exemple, une fatigue qu'on n'explique pas, parce que normalement on ne doit pas être fatigué, on dort une bonne nuit, le matin on doit être en pleine forme. Une prise de poids ou une perte de poids qu'on n'arrive pas à faire, des douleurs un peu partout, plein de petites choses comme ça, on est un peu dans le brouillard le matin ou dans la journée, et tout ça fait que on n'est pas bien. Et c'est un signe, mais c'est tellement de choses que il faut essayer de se dire que dès qu'on a plusieurs signes comme ça, eh bien on a peut-être une inflammation de bas grade. Alors, maintenant, il faut savoir si elle existe ou si elle n'existe pas. Et on a heureusement des marqueurs biologiques. Alors, celle qui va être la plus simple, connue de tout le monde, c'est la protéine C réactive, mais il faut prendre la protéine C réactive ultra sensible. Autrement, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est vraiment, ça nous montre une inflammation systémique, mais elle est légèrement augmentée souvent dans l'inflammation, elle n'est pas toujours très importante. On peut faire d'autres examens que honnêtement je ne fais pas en pratique courante, qui sont le dosage des interleukines 6. Bon, c'est surtout chez les personnes âgées. On peut chercher les TNF-alpha, mais c'est aussi quelque chose de moins courant. On peut aussi doser le fibrinogène. Bon, voilà. On peut aussi doser alors des produits qui vont être plus des marqueurs
de glycation et de stress oxydatif, la malondialdéhyde et le 8-OHDG. Je fais souvent le 8-OHDG qui se fait dans les urines parce qu'il va nous montrer un stress oxydatif et il va surtout nous montrer quelque chose qui est très important, c'est une attaque de notre ADN. Et ça, c'est vraiment important d'éviter cette attaque d'ADN. Après, on a les produits de glycation avancés, ce sont aussi des choses que l'on peut doser, mais qui sont moins faits en pratique courante. Alors, on dosera d'autres choses, qui sont les anticorps anti-LDL excidés, mais qui sont autre chose encore. Après, on va faire bien sûr un bilan lipidique, bien sûr, parce que c'est très important d'avoir un état de nos acides gras. C'est quelque chose qu'on ne fait pas couramment, qui se fait, c'est assez facile à faire, mais c'est dans des labos un peu particuliers. Et on va voir les oméga 3 et les oméga 6, en sachant qu'on dit toujours que les oméga 6 sont pro-inflammatoires et les oméga 3 anti-inflammatoires. C'est vrai pour les oméga 3, c'est moins aussi simple pour les oméga 6 et surtout dans les oméga 6, l'acide arachidonique est vraiment pro-inflammatoire. Les autres le sont quand même beaucoup moins. Normalement, on devrait avoir un rapport entre notre alimentation entre les oméga 3 et les oméga 6, on va dire allez, on accepte 5 pour 1, 5 oméga 6 pour un oméga 3. Et malheureusement, notre alimentation un peu quand elle est perturbée, on peut arriver chez des jeunes, quelquefois avec, on va dire, les McDo, les choses comme ça, on peut arriver à 20, 30, 40, 50 oméga 6 pour un oméga 3, et là, on a un état inflammatoire qui est une catastrophe, donc il faut vraiment réguler ça. Après, on fait maintenant, alors ça c'est plus récent en pratique courante, on peut faire des analyses génomiques. Alors, on a les ApoE, très intéressant parce qu'ils vont surtout nous donner, de voir quelle est la meilleure alimentation de façon individuelle. On peut en faire d'autres, on peut voir aussi comment ça va se passer, ces DO2, c'est plus pour la thyroïde, mais c'est vraiment, c'est des réponses de notre corps, et l'intérêt de ces analyses génomiques, c'est que bien sûr, elles sont faites une seule fois dans la vie, et ça permet de nous aider vraiment. Il existe un autre marqueur de cet état inflammatoire de bas grade, c'est le SUPAR. C'est un marqueur qu'on n'utilise pas encore si fréquemment, qui n'est pas très bien connu encore par nos thérapeutes. Est-ce que vous pourriez leur expliquer quel est l'intérêt par exemple d'un SUPAR versus une CRP-US? Est-ce qu'il faut faire les deux ou pas? Alors, je fais les deux. Et vraiment maintenant, je fais le SUPAR systématiquement à tous les patients. Alors, je vous dis ce que ça veut dire SUPAR, c'est le soluble urokinase type plasminogène activateur récepteur, ce qui n'a pas d'intérêt, mais c'est vraiment le marqueur de l'inflammation de bas grade. Il nous montre une inflammation chronique. Il va nous montrer, je vais vous expliquer, même une idée du vieillissement biologique. C'est vraiment très important parce que c'est corrélé vraiment à un risque cardiovasculaire, à un déclin cognitif. Et de même, vous parliez de la CRP-US, c'est plus stable et plus précoce, et elle ne varie pas lors d'une infection aiguë où quelquefois la CRP peut varier, et c'est vraiment un reflet du tonus inflammatoire global d'organisme, et il faut absolument que ce SUPAR soit inférieur à 4 nanogrammes par millilitre. Ça, c'est vraiment une notion importante. Et dernière chose qui est très intéressante pour nos patients, c'est que ça nous permet de nous donner également une idée de notre âge biologique. Vous pourriez revenir sur cette notion d'âge biologique, nous expliquer vraiment la différence en fait, entre l'âge réel et l'âge biologique? Alors, l'âge réel, c'est notre âge chronologique, on est né à telle date, on sait à aujourd'hui quel âge on a, mais l'âge biologique, on va dire, c'est ce qu'on disait il y a longtemps, c'est l'âge de nos artères en fait, c'est comment fonctionne un peu notre corps. Et de façon très surprenante, on a des patients on s'aperçoit que lorsqu'ils ont vraiment un mode de vie tout à fait correct, eh bien, ils ont un âge biologique qui est vraiment leur âge chronologique, ou même quelquefois, j'ai quelques patients qui ont un âge biologique même inférieur. Par contre, il peut être très souvent, lorsqu'il y a vraiment cette inflammation de bas grade, un âge biologique qui peut être plus élevé que l'âge chronologique, même des fois très élevé, et vraiment c'est un marqueur alors qui va nous servir surtout à dire au patient, à lui montrer, vous voyez, votre âge biologique, votre âge chronologique, vous avez tel âge, mais votre âge biologique il n'est pas bon, et si vous voulez qu'il redevienne bon et que vous puissiez vivre en bonne santé longtemps, eh bien il faut corriger tout ça. Est-ce que vous avez certains signes physiques pour essayer d'évaluer cette différence avant par exemple d'avoir vos résultats du SUPAR? Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment plein de petits signes, plein de signes, mais il n'y a pas réellement
un signe qui va nous dire, voilà, il y a une inflammation vraiment importante. C'est plein de petites choses. C'est, je vous ai dit, la fatigue, des douleurs un peu partout, des choses comme ça. Vous savez, moi, j'ai souvent, je dis à mes patients, à partir de 50 ans, quand on se lève le matin et qu'on a mal nulle part, c'est qu'on est mort. Et c'est vrai qu'on a tous des petites douleurs le matin à partir d'un certain âge. Mais c'est pas normal. Et je vais vous dire, par exemple, pour vous donner un cas particulier, j'ai une intolérance au gluten. J'ai arrêté le gluten, donc j'ai modifié juste mon alimentation. Eh bien, le matin, je me lève et j'ai un peu plus de 50 ans, je n'ai mal nulle part. C'est vraiment intéressant aussi d'avoir ces retours de la pratique qui font aussi la prise en charge des patients. C'est pas que des bilans, pas que des compléments alimentaires, mais ces côtés un peu pratico-pratiques sont vraiment intéressants. Néanmoins, c'est vrai que devant ces cas qui sont parfois complexes, l'étape des bilans, elle semble être incontournable pour une prise en charge individualisée, personnalisée, qui permette de mettre en place une médecine sur mesure, j'ai envie de dire. Comment est-ce que vous procédez, vous, concrètement, une fois que vous avez récolté toutes ces analyses, tous ces résultats, qui sont parfois complexes à analyser et qui sont souvent très nombreux? Alors, première chose, toujours quand on voit un patient pour la première fois, c'est bien sûr l'anamnèse. On va essayer de savoir même où il vit, son travail, tout. Vraiment, c'est pratiquement une enquête policière. Et après, on va faire un bilan. Alors, toujours un bilan classique très complet. Moi, je fais souvent les marqueurs tumoraux, quelquefois des sérologies, qui peuvent être intéressantes. Bien sûr, après, alors c'est là où c'est un peu particulier, ce qu'il nous faut, c'est les carences ou les excès de micronutriments et d'hormones. D'accord? On sait maintenant que la carence en micronutriments, par exemple, elle est toxique, mais l'excès l'est également. D'accord? On va regarder par un examen qui est tout simple, qui se fait sur les urines, ce qu'on appelle les métabolites organiques urinaires. On va retrouver des métabolites pour voir s'il y a une dysbiose. On parlait tout à l'heure des acides gras, et ça, il faut vraiment les doser. Regardez quelquefois si on a un doute sur les intolérances alimentaires, et je vous parlais également des tests génomiques. Alors, lorsqu'on va avoir tout ce bilan, franchement, il faut à peu près un mois en général pour avoir les résultats, et je passe à peu près 1 heure sur chaque bilan avant de voir le patient, pour bien comprendre ce qui s'est passé dans ses résultats. Et après, je passe en général, lui, entre 1 heure et 1 heure et demie, non seulement à expliquer les résultats, parce que de dire il faut prendre ça, ça, ça et ça, c'est pas intéressant. C'est d'expliquer les résultats et ensuite d'avoir une approche globale, mais qui va intégrer plein de choses. Elle va intégrer, bien sûr, on va rajouter par exemple des compléments alimentaires, des interventions de médicaments. Pourquoi pas, si c'est nécessaire. Par exemple, on a beaucoup oublié, par exemple, de rajouter ce qu'on faisait quand j'étais enfant et que je fais systématiquement, c'est de déparasiter. On le fait chez les animaux et on le fait pas pour les adultes. C'est pas normal. Et surtout, des modifications du mode de vie. Et c'est pour ça que cette médecine, elle est personnalisée, mais elle est aussi participative. Si le patient, il veut pas changer les choses, ça sert quelquefois à rien. Donc il faut vraiment faire des choses. Les habitudes de vie, l'hygiène de vie, comme on dit, sont assez difficiles à changer chez les patients. Ça peut prendre parfois plusieurs semaines ou plusieurs mois. Comment est-ce que vous procédez et quelles sont en général les principales modifications que vous allez proposer à vos patients? Alors, ça met souvent un peu de temps. Alors, des fois, ils font pas tout d'un coup. Ils font progressivement les choses. On voit qu'il y a des petites choses après dans les bilans parce que on va bien sûr à quelques mois contrôler, puis ensuite éventuellement 6 mois ou 1 an après, on va recontrôler. Donc, les patients se rendent compte quand même que d'abord, ils vont mieux, ils sont plus en forme, et que leur bilan s'améliore. Alors, il y a des choses simples quand même à faire. Faut pas. Il y a des choses très bien. L'alimentation, il faut souvent la changer. Il faut essayer d'avoir une alimentation, ce qu'on appelle anti-inflammatoire. C'est des apports en antioxydants, c'est consommer des fruits et légumes, d'accord, qui vont être riches en polyphénol, en antioxydants, les fruits rouges et légumes verts. Favoriser les oméga 3, c'est vraiment, vraiment important. Les sources d'oméga 3, il faut savoir, ce sont les poissons gras, les petits poissons gras, puisque maintenant on sait que même le saumon commence à être plein de mercure, et c'est une catastrophe, éventuellement des graines de lin. Non seulement on va se sentir mieux, on va traiter, parce que ça va agir aussi sur les cellules, c'est pas juste sur la membrane, mais on va réduire aussi l'inflammation. Une chose qu'il faut absolument réduire, c'est les sucres raffinés et les acides gras saturés. Sucres raffinés
On n'a pas besoin de rajouter du sucre dans ce qu'on mange. Un café, lorsqu'on boit un café, il faut boire le café, et moi je pense pour le goût du café, pas pour le goût du sucre. C'est une habitude, on arrive à se déshabituer. Les acides gras saturés, c'est tous les produits ultra transformés qu'il faut absolument arrêter. Ça augmente un risque d'inflammation chronique vraiment très importante. Après, il y a une activité physique. Alors, c'est pas toujours simple, parce que elle doit être régulière. Mais ça ne veut pas dire faire de la salle comme un fou, un exercice modéré. Moi, je dis à mes patients qui n'en ont jamais fait, surtout ne commencez pas à courir parce que vous allez vous faire mal. Vraiment pas, simplement marcher. Marcher, mais essayez de marcher régulièrement, un certain temps. Cette activité physique, on en parlera sûrement, c'est de l'autophagie. C'est un processus par lequel les cellules vont éliminer tout ce qui est endommagé, parce qu'il y a des millions de réactions qui se font dans notre corps, et bien il y en a certaines qui sont de moins bonne qualité. Moi, j'ai souvent tendance à dire à mes patients qu'on fabrique en général entre 4 et 5 cancers par jour. D'accord? Parce que c'est des erreurs, la nature fait des erreurs, et heureusement qu'on a notre système immunitaire qui va permettre de nettoyer, de détruire ce qui est pas bon, et d'éliminer, et de recycler aussi, c'est ça qui est intéressant. Maintenant, il y a la gestion du stress et du sommeil. Alors, le stress, c'est très important. Le stress, il est normal, et il faut, parce que ça nous a toujours permis de courir en cas de danger, mais le stress chronique, c'est une catastrophe, parce qu'il va favoriser la production de cortisol, qui va aggraver encore plus l'inflammation. D'accord? Ça, c'est pas bien du tout. Et on peut vraiment calmer ça par des techniques de relaxation. Alors, on peut aller sur la méditation, le yoga, mais déjà une chose très simple qui peut être faite. Et il y a des petites applications gratuites sur Internet qu'on peut télécharger sur son téléphone, qui est la cohérence cardiaque. Rien que de faire 5 minutes 3 fois par jour de cohérence cardiaque, ça change des choses. Si on n'a pas 5 minutes, on fait 3 minutes, c'est déjà beaucoup mieux que rien. Maintenant, il y a le sommeil. Le sommeil est vraiment important. D'accord? Le sommeil nous permet de récupérer. Simplement, de plus en plus de gens ont un sommeil qui est quelquefois trop court pour eux, hein, ça c'est pas ok, mais c'est surtout qu'il est de mauvaise qualité. Donc il y a plein de choses à faire sur le sommeil, et déjà, lorsque les patients, par exemple, que ce soit un homme ou une femme, qui ronfle un petit peu, qui est fatigué par exemple l'après-midi, pas après un grand repas, mais qui est fatigué, il faut faire une recherche d'apnée du sommeil, et corriger cette apnée si elle existe, et c'est fondamental parce que cette apnée va agir sur notre cœur aussi. Est-ce que dans cette lutte, on va dire, contre l'inflammaging, les compléments alimentaires ont une place dans votre pratique? Et si oui, est-ce que vous avez des chouchous, par exemple votre top 3 pour limiter cet inflammaging? Alors oui, bien sûr. Il faut, alors bien sûr toujours, je vous disais tout à l'heure, après le bilan. D'accord? Ça c'est vraiment important. Mais il y a des choses qui sont fondamentales. Il faut rajouter, on parlait de l'importance des oméga 3, il faut avoir un taux d'oméga 3 vraiment important, mais il faut aussi que ce soit des oméga 3 de bonne qualité. Pas n'importe quoi, pas n'importe où. Il faut qu'on ait une forme que l'on puisse connaître, qui soit, alors, ou c'est des petits poissons, c'est des anchois, ça peut être du krill, ça peut être plein de choses comme ça, mais c'est vraiment très important de bien connaître et d'être sûr que la qualité de ces oméga 3 est importante. La curcumine, c'est un anti-inflammatoire très 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 naturel, hein, qui est vraiment puissant, qu'on retrouve bien sûr dans le curcuma, c'est vraiment important. Il faut là aussi bien sûr choisir une forme qui soit biodisponible, qui soit le mieux micro-émulsionnée, parce que elle va mieux pénétrer. Les probiotiques, c'est très important, mais il faut souvent traiter la dysbiose. Alors on traite d'abord la dysbiose, et ensuite on va ajouter, ou en même temps ou après, ça dépend un petit peu, des probiotiques pour avoir un microbiote qui soit le mieux possible. Et on sait maintenant que plus on a un microbiote varié et important, meilleur est notre vieillissement. On va utiliser aussi le resveratrol. Alors, le resveratrol, vous savez, c'est le paradoxe français. On en trouve beaucoup dans le vin rouge, mais je ne dis pas à mes patients de boire 2-3 litres de vin rouge par jour quand même. Mais on peut trouver, bien sûr, des produits. On a du resveratrol, c'est un polyphénol, hein, qui a vraiment des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Et vraiment, il joue sur le vieillissement, et on en trouve de très bonne qualité. J'aime beaucoup la berbérine. Alors, la berbérine va agir, c'est une plante qui va agir au niveau de notre intestin. Ça, c'est très important. Lorsqu'on a une dysbiose, il faut utiliser aussi la berbérine. Alors, c'est une action un petit peu identique à la metformine. La metformine a prouvé maintenant qu'elle agissait même sur le vieillissement, mais la metformine, à long terme, donne des problèmes un petit peu. Donc moi, je préfère la berbérine, on n'a aucun risque avec la berbérine.
Alors bien sûr, il y a d'autres choses, le boswellia, le thé vert, enfin dans les extraits, l'acide alpha-lipoïque, c'est antioxydant majeur, la NAC, le glutathion, tout ça c'est important. On a l'astaxanthine qui est très importante, le coenzyme Q10, l'acétylcarnitine, parce qu'on va avoir un soutien de notre mitochondrie. On a vu tout à l'heure l'importance de cette mitochondrie. Alors, on va essayer, pour lutter contre l'inflammaging, de relancer l'autophagie. Vous pourriez revenir sur ce processus qui n'est pas si simple en fait à comprendre et voilà comment l'activer et voilà qu'est-ce que c'est exactement. Alors, en fait, c'est très simple, l'autophagie, c'est un mécanisme que notre corps a mis en place simplement pour utiliser ce qui est endommagé, ce qui est vieux, et le récupérer et surtout le recycler. Mais pour ça, il faut que notre organisme travaille bien. Donc, il y a vraiment une relation, par exemple, avec l'inflammation, c'est qu'elle est directement liée. Si on a des cellules endommagées sénescentes, on en parlait tout à l'heure, elles vont fabriquer des cytokines pro-inflammatoires. Et si l'autophagie, donc il ne va pas enlever ces cellules sénescentes pour pouvoir les éliminer complètement, on a un état inflammatoire, puisqu'on a des interleukines élevées. On a, dans le vieillissement, il y a une autophagie qui marche moins bien. Donc, encore une fois, c'est que les déchets cellulaires vont favoriser l'inflammation. Donc, il faut vraiment essayer de tout faire pour que cette autophagie, elle, marche bien. Comment est-ce qu'on peut la stimuler? Est-ce qu'il y a des façons toutes simples de stimuler l'autophagie? Ouais, alors, le plus simple, pour stimuler l'autophagie, c'est quelque chose qui ne coûte rien, qui est fabuleux, qui est simple à faire, c'est de jeûner, d'arrêter de manger. Alors, souvent, je demande à mes patients, quand faut-il manger? La plupart du temps, ils me disent matin, midi et soir, la plupart du temps. Et je leur dis non. Ils me disent quand? C'est tout simple. Hein. D'abord, on mange quand on a faim. On ne mange pas quand on n'a pas faim. Maintenant, le jeûne intermittent, c'est facile. C'est vraiment le plus efficace pour activer l'autophagie. Et on va, par exemple, manger pendant 8 heures et jeûner pendant 16 heures. Le mieux, bien sûr, c'est par exemple de ne pas manger le soir et de remanger vers 13 heures. Mais c'est pas facile dans notre vie, c'est convivial le soir. Et je vais vous donner simplement comment je fais. Moi, je le fais pratiquement tous les jours, vraiment pratiquement tous les jours. Je déjeune vers 13 heures. Le soir, je rentre après ma journée au cabinet, je vais rentrer, il va être 19h30, 20h. J'ai fini de dîner vers 21h, 21h15 et je recommence à manger que à 13h le lendemain. Bien sûr, je bois le matin, hein, il faut surtout boire. Et ça redonne de l'énergie. Et souvent on me dit, mais je vais être fatigué. Non, au contraire, on est en pleine forme. Maintenant, on parlait tout à l'heure de l'exercice physique aussi, mais ça va stimuler l'autophagie dans les muscles surtout, d'accord? Et on va favoriser le renouvellement cellulaire. On va, bien sûr, lorsqu'on marche, par exemple, régulièrement et à un certain temps, on ne fait pas les magasins, on fait une petite marche vraiment, allez, on va dire, ça commence à avoir une action après 20 minutes, eh bien, c'est très bien. On va améliorer nos fonctions métaboliques et ça ne peut être que bien et ça stimule l'autophagie. Alors, il y a une autre chose, on peut aussi manger moins. On est d'une génération, enfin moi surtout, où j'apprenais, on m'avait appris qu'il fallait finir nos assiettes. Et en fait, ça, c'est pas toujours très bien. La restriction calorique, c'est une chose qui a prouvé réellement que si on réduisait notre quantité d'aliments, on vivait plus vieux et mieux. Vraiment, c'est très important. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut simplement manger, bien sûr, il ne faut plus avoir faim, mais avoir faim, c'est des récepteurs dans l'intestin qui sont sensibles à la distension et qui vont dire « stop, tu as assez mangé », mais on peut s'arrêter un petit peu avant, ne pas attendre d'être complètement plein pour dire « ça y est, je ne mange plus ». Alors, il y a aussi quelques médicaments. Alors, on sait maintenant que, par exemple, la rapamycine, bon, c'est des choses un peu plus récentes, qui est un inhibiteur de mTOR. Encore une fois, le resveratrol, qui est très intéressant pour ça. La spermidine aussi, on va activer l'autophagie. Voilà. Pour conclure, Dr Butnaru, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à nos thérapeutes, aux personnes qui nous écoutent, pour justement aider leurs patients à lutter contre cette inflammaging? Quels sont les 3 conseils principaux que les thérapeutes doivent mettre en place? Alors, déjà, de déterminer si cet inflammaging existe. On a vu tout à l'heure qu'il y avait plein de petits signes. Dès qu'on a des signes plusieurs, qui nous disent pas très bien, il faut l'identifier, cette inflammation. Donc, on n'a pas le choix, c'est des marqueurs biologiques.
Ensuite, il faut traiter en fonction de ce bilan. On va essayer de traiter réellement. Première chose, c'est souvent des modifications du mode de vie, que ce soit l'alimentation, qu'elle soit de meilleure qualité, qu'elle soit anti-inflammatoire. C'est pas toujours facile, mais c'est vraiment important, les bons conseils. Souvent, rajouter des compléments alimentaires. Quelquefois, on peut aussi avoir des médicaments. Mais on peut vraiment ralentir cet inflammaging, le stopper. Et en faisant ça, on va ralentir le vieillissement. Mais surtout, on va retarder l'apparition de plein de maladies qui sont quelquefois liées à l'âge, mais pas toujours, et qui vont permettre simplement de vivre bien et plus longtemps. Merci beaucoup, Dr Butnaoui, pour cet échange vraiment passionnant. Merci à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain épisode de nos podcasts Paroles d'experts d'Energetica Natura. À bientôt. À bientôt.